Bonjour, je suis Mayolek et j'aime toujours autant les Indestructibles. Mon deuxième film de super-héros préféré qui n'a absolument rien perdu avec l'âge. Oui, parce qu'il a quand même 19 ans cette année. Putain, je me sens vieux. Et dans une ère où l'adaptation vidéoludique est un produit dérivé qui s'exploite, c'est une franchise évidente à prendre. L'action directe, les pouvoirs divers, c'est un peu donné comme base. On a donc eu plusieurs jeux tirés du premier film, et un demi tiré du second. C'est bien ou mauvais selon l'appréciation. Et c'est intéressant de voir comment aborder ça. Est-ce qu'on repose sur les acquis faciles en faisant de la formule sûre, ou bien on tente du nouveau? Eh ben, on est plutôt parti sur la première voie. Mais ne tardons pas, commençons avec la première adaptation sortie sur 6ème génération. Allez, en avant! Les Indestructibles, sobrement intitulé, sorti la même année que le film, est un de ces nombreux cas d'adaptation en jeu vidéo qui a été bossé en parallèle avec la création du matériau de base, afin de pouvoir tabler sur l'effet nouveauté peu après la sortie en salle. Et ça se ressent un peu. Ça va reprendre donc le scénario de départ, en montrant entre chaque mission des extraits du film, qui transitent parfaitement avec le niveau graphique du jeu. On va dire que c'est à peu près acceptable pour de la PS2. L'histoire commence donc dans le passé où Monsieur Indestructible lutte contre le méchant Folamour et son armée de centaines de clones sbires. Oui, on a un peu perdu la furtivité du gars de départ. Bon, je vais pas trop insister sur la logique jeu vidéo une fois de plus, mais j'avoue que ça casse un peu l'immersion avec la narration. En particulier de voir nos héros tuer sans le moindre complexe une bonne partie des ennemis qu'ils croisent. Promis juré, je vais les dégommer. Beaucoup plus hardcore que le Punisher. On démarre donc par notre héros Bob, aidé par Frozone qui sert de tutoriel. Yo, qu'est-ce que t'attends? Je vois, tu ne sais pas quoi faire. C'est cool. Et c'est tout ce à quoi il servira dans ce jeu, vous attendez pas à le contrôler. Cela étant, c'est cool de réécouter la plupart des voix du film dans de nouveaux dialogues, en particulier Feu Marc Alphonse qui a ses bonnes répliques choc. C'est qui ce Gugus? Viens par ici, dans le mille. Et si les phrases toutes faites qui se répètent sans cesse deviennent assez vite lassantes, on se penchera sur quelques cas, ils savent de temps en temps appuyer quelques répliques situationnelles ci et là. Au moins, certaines parties de l'immeuble sont intactes. Enfin bref, on se bat sur les toits de la ville en donnant des super coups de poing, des punchs au sol pour un effet de zone, et en balançant tous les trucs qu'on ramasse à la gueule des ennemis. Dans le mille. Ah oui, on peut aussi faire des attaques furtives si on veut, mais vous attendez pas à ce que le jeu vous en donne beaucoup l'opportunité. On nous renseigne sur le nombre de calories perdues à la fin de chaque stage. On sait jamais, si vous avez des envies de régime, ça peut peut-être vous donner des idées. Mais le fun ne s'arrête pas là, car à la seconde mission, on contrôle Elastigirl. Allez, petite, balance-toi, balance-toi. Calme ton slip, Frozone, qui luttera contre les mêmes sbires dans son coin. C'est sympa, même si ça sert à rien. Je comprends que c'est pour introduire son gameplay, mais vu que dans la narration de votre jeu, sa participation n'a aucun poids, là, ça perd un peu en force. Après, j'avoue que lutter contre une armée de centaines de sbires clones qui foutent le bordel pour le lol, semble-t-il, c'est pas forcément simple, hein. La différence de gameplay est assez claire, vu qu'elle joue sur sa flexibilité. Balance-toi, balance-toi. Vous aurez compris. On peut donc attraper les ennemis au loin avec nos bras, les balancer sur des trucs. En fait, on adore nous forcer à détruire des dispositifs en s'en servant comme projectiles. Un jeu pour chaque sadique qui sommeille en nous. Et faire des attaques roulades à la Sonic. Tout ça pour pas grand chose, comme je l'ai dit, car Monsieur Indestructible réglera tout sans elle après, mais c'est toujours sympa de participer. Même si, vu ton doublage à quelques moments, j'ai pas l'impression que ça t'ait grandement excité. Ah! Super! T'as pu allouer que 5 minutes sur ton temps libre à l'enregistrement? Bien, le niveau suivant, c'est la confrontation avec Love Amour, qui démarre sur une des quelques transitions sympathiques entre cinématique et gameplay. En dépit de Monsieur Indestructible, qui n'a pas l'air de prendre l'urgence au sérieux... Je perds le contrôle. Chouette. Et c'est pas ça. Ce passage dure 1 minute 30, vous pouviez virer les répliques toutes faites automatiques. Et une fois la phase en l'air passée, on se bat contre l'hélicoptère du méchant, qui nous jette continuellement des bombes qui mettent 3 plombes à exploser et qu'on peut facilement lui renvoyer. Boum.
C'est un premier boss. Ça devient grotesque. Ça se termine sur sa fuite et la transition de 15 ans où la mise en demeure des super vient surtout de leurs dégâts matériels plutôt que d'une plainte pour empêchement de suicide. Ce qui, dans le contexte du jeu, est plutôt intelligent à exploiter parce que la destruction gratuite, ça se prive pas. Ce type pourrait me causer des ennuis. On nous lance donc dans la scène de l'incendie que Bob veut stopper avec Frozone, qui cette fois est lancé par un groupe de plusieurs dizaines de méchants clones à lance-flammes. Il faut que je trouve un moyen de faire baisser la température. Je sais pas, c'est un casse entre multi-jumeaux qui a mal tourné? À l'aide, j'ai perdu ma voix! Qu'est-ce qui se passe? Vous avez bien le comédien au départ? Il a peut-être dû partir en trombe parce qu'on l'a poursuivi pour harcèlement après cette réplique. Balance-toi, balance-toi. Sam! C'est un stage assez cool à parcourir au-delà de ça, même si ça me fait me questionner sur l'architecture de cet immeuble qui semble faire autour de 2 km². Et après cette petite escapade, on passe à Flèche dans une scène totalement inédite où il doit foncer à l'école à pied parce qu'il a raté son bus. Flèche, le bus! D'accord, maman. Et hop. Vous avez oublié le principe de rester discret en fait. Je sais que c'est pour intégrer son gameplay basé aux surprises sur la vitesse, mais c'est très grossièrement intégré je trouve. Et je sais pas pour vous, mais un gameplay qui recopie celui de Pepsi Man, ça a pas l'air d'être trop génial. C'est basique, on doit atteindre chaque checkpoint en temps imparti, sans raison précise, et on peut pas trop forcer parce que sinon il adore nous le rappeler. Il faut que je me refroidisse. Ah! Brûlure par friction! Ah! Brûlure par friction! Ah! Brûlure par friction! Ah! Brûlure par friction! Ça refroidit assez. Vive la flèche! Que tous ceux qui peuvent le voir m'acclament! La flèche a réussi. La flèche devrait arrêter de parler de lui à la troisième personne. Je comprends dans l'absolu qu'on force un peu l'alternance dans une histoire qui se centre en termes d'action sur un seul personnage dans sa première moitié. Et donc, je ne comprends pas ce que vous avez foutu juste après, parce que les 6 putains de prochaines missions vous feront jouer uniquement Bob, en étirant des trucs qui n'en avaient pas besoin en plus. Sérieusement, après le recrutement de Mirage, on dédie 3 missions entières sur la première poursuite de l'Omnidroïde, où c'est donc juste notre Monsieur Muscle qui parcourt la jungle artificielle de l'île. Sachez que certaines défenses de l'île sont toujours opérationnelles. Oui, si par certaines, tu veux dire la totalité de l'armement des États-Unis. Je reconnais qu'on en crée une diversité acceptable, avec une bonne interaction sur l'environnement qui accompagne ça. Ces arbres sont extrêmement résistants. Mais c'est un peu de trop. À la place, pourquoi ne pas avoir fait un stage sur Violette qui essaye d'être furtive au collège, histoire d'introduire son pouvoir elle aussi? Vu ce que vous nous avez pondu sur Flèche, ça aurait pas été pire. Bref, au 8e niveau, c'est le premier combat contre l'Omnidroïde. Un boss assez classique, on frappe ce qui dépasse et on balance les débris de roches volcaniques infinies qui se forment à côté de nous, et qui contiennent parfois de la santé. C'est plein de fibres. Les 3 missions suivantes, c'est le retour à l'île, sans que rien ne nous dise pourquoi il a changé de costume. Et c'est à partir de là que la narration commence un peu à se casser la gueule. Car en jouant sur quelques cinématiques et transitions, on a évidemment une version tronquée du scénario de base. Mais en étendant certaines phases d'action qui étaient courtes à la base, on rend le déroulé ridicule. Le stage 9, c'est Bob qui se fait attaquer par tout le personnel de l'île sans crier gare et qui visite l'installation. Ah oui, on va la voir souvent. Donc il fonce dans le tas, il bute des gens par dizaines, il démolit un putain de char d'assaut léger au design qui a pas l'air si pratique que ça, et lorsqu'il en a fini avec ce tour, on nous passe la scène où il s'assoit tranquille dans une salle de réunion en attendant... Ce qui est cohérent dans le film, mais c'est complètement con de faire ça après tout le défouraillage qu'on s'est tapé. Et même après, c'est très bête, je trouve. Quand l'Omnidroïde attaque par surprise, eh bien on a droit à un deuxième round. C'est la même qu'il y a de stage, mais sans la lave. Quelle montée dans la menace. Le pire, c'est qu'une fois rebattu, on met ça en scène comme si c'était lui tout seul qui envoyait Bob au loin et pas Syndrome. Donc dans la scène reprise, il apparaît comme une fleur sans avoir été à une seconde réintroduit. En fait, merde, on l'affronte jamais directement. Le seul vrai boss, c'est juste l'Omnidroïde. C'est logique qu'il soit proéminent, mais pourquoi vous ne laissez pas avoir un seul combat contre Syndrome et sa super technologie, bordel à cul? Bon, quitte à me pencher là-dessus, autant dire maintenant carrément, à partir de là, ça réarrange le scénario pour le simplifier un peu stupidement. Vraiment, à la façon dont on met en scène les stages et on agence les cinématiques là-dedans, ça donne l'impression que Monsieur Indestructible ne se fait jamais capturer, qu'Elastic Girl le suit plus tard avec les 2 enfants sans justification, que
tout le monde se croise sur cette île sans le moindre drame, la moindre capture, la moindre rencontre avec le grand méchant, et ils luttent bêtement contre ce qui leur tombe dessus pour défoncer le gros robot géant à la fin. Ce qui n'est pas particulièrement incohérent en soi, mais on retrouve plus des masses la profondeur du récit de départ. Je sais que ce sont des enjeux qui visent à 99% des gens qui connaissent le film, mais ce ne devrait pas être une excuse pour incorporer le scénario dedans comme des sagouins. Il y a 2 générations de consoles de salle et limitations empêchaient d'aller très loin, mais vous n'avez plus cette excuse. En tous les cas, le niveau 11, c'est l'infiltration de Bob dans la base après s'être fait passer pour mort. Enfin, infiltration. Une fois de plus, on étale une scène courte en action bourrine en enlevant toutes les subtilités de mise en scène de départ. J'espère que vous aimez cet endroit parce qu'on va y passer les plus longues missions du jeu. Je leur reconnaîtrai d'avoir su pas mal diversifier ça dans les détails, car beaucoup de machinerie ne se ressemblent pas. Le travail sur le décor est de bonne facture. L'interactivité aussi, même si ce n'est pas à l'abri de certaines petites cocasseries. Nos coups ne lui font rien! Activez ce panneau, le rend invincible! Et une fois son second petit tour terminé, il va juste se balader à l'intérieur en attendant que les autres le rejoignent. Car il est enfin temps de jouer un autre personnage. Après avoir laissé les enfants derrière, c'est à Elastic Girl de faire sa mission infiltration, et elle a à peu près autant de tact que son mari en la matière. Lâchez les fauves. Ils se sont bien trouvés. Les hommes. Et on répète ad nauseam le même processus. On active des panneaux pour débloquer la suite du chemin, des renforts arrivent, on les défonce, rincer, répéter. Heureusement qu'on contrôle Hélène, sinon ce serait la mission la plus chiante. On passe à Flèche et Violette dans ce stage 13 qui porte bien son numéro. Car ce dernier répète son gameplay d'intro pour éviter les méchants, seulement à chaque fois qu'il se cogne sur un truc, c'est game over. Et vu la configuration, ça a tendance à se produire souvent. Il faut que je me refroidisse. Ah, merci de rallonger ce niveau, j'adore l'entendre parler. Il faut que je me refroidisse. Il faut que je me refroidisse. Ah! Brûlure par friction. Il faut que je me refroidisse. Je brûle. Bon, je reconnais, comme la plupart des autres fois, un très bon travail sur les décors. Vu qu'on se déplace à grande vitesse, on change beaucoup d'environnement et ça sait très bien illustrer la grandeur de cette île. Ça se ressentira un peu moins avec le stage suivant sur Violette qui doit se faufiler incognito. Oh non. Ça commence bien. Ouais, ça ne dérange pas trop de parler en même temps qu'elle passe à côté de quelqu'un dont elle essaye d'échapper à la vigilance. À plus. On va dire que son invisibilité la rend aussi inaudible pour les autres. On sent que c'est le gameplay qu'ils ont le moins travaillé. D'une part parce qu'il n'y a qu'un stage où on la joue, et d'autre part parce qu'on la nerfe ridiculement pour que ça passe. D'où elle peut tenir son illusion qu'une dizaine de secondes à la suite. C'est un peu facile. Et le plus marrant, c'est que c'est même pas rédhibitoire de se faire repérer. Je peux pas m'échapper. Elle a quitté ma zone de patrouille, elle n'existe plus. Bon, pour la suite, nos deux enfants vont se combiner, rien de dégueulasse, et se battre en formant une boule de hamster de protection, que Violette parvient à maintenir bien plus longtemps que son invisibilité. Je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir. Je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir. Je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir. Le temps que le niveau se termine, ma grande. Bon, c'est plutôt sympa, on a l'impression de jouer à Monkey Ball en monde ouvert. C'est beaucoup moins frustrant qu'avec Juste Flèche de pas crever au moindre contact, même si on reste sensible à l'électricité, et à l'eau. Je ne vais pas pouvoir. Et ça aurait peut-être mérité de 3 directions pour savoir où aller débloquer le chemin, mais j'apprécie la recherche autour de cette idée du film. Après ça, c'est les retrouvailles et 2 missions sans intérêt où Bob et Hélène vont préparer la fusée pour rentrer en ville, chacun dans son coin. Va jusqu'au panneau d'activation de la mise à feu. Je vais rétablir le courant dans le silo. Bonne idée. Parce qu'on n'avait pas encore assez visité l'endroit. Donc venez découvrir encore plus en détail le même complexe avec ses installations souterraines sur de la lave où on passe d'une salle à l'autre par plateforme flottante. J'adore les étirements. J'espère qu'ils ont une bonne assurance travail là-bas. Ça devient grotesque. C'était donc le remplissage de plus avant qu'on parte. Comment je vais accéder au terminal? Dites s'il vous plaît. Et Mirage est de notre côté sans que le jeu justifie une seconde pourquoi. Ce qui nous amène à la mission finale où le groupe doit poutrer l'omnidroïde pour la 3e fois. Enfin le groupe.
Bob. On pourrait se dire que c'est un combat parfait pour alterner entre les différents héros, mais que nenni! Monsieur Indestructible à l'honneur pour ne rien changer. Alors qu'il ramasse la télécommande, la passe à ses gamins et les protège contre la machine pendant qu'ils restent à tourner comme des cons autour d'elle. Pfiou! Et après, ben c'est exactement la même, mais avec Frozen à la place. Ah, c'est cool. Bon, ils ont la décence de ne pas répéter ça une troisième fois avec Elastic Girl, et on lui fait faire un auto-fist hardcore pour en finir, dans une autre transition gameplay cinématique sympathique. De ce qu'on voit, Syndrome ne meurt pas à la fin, tout le monde est content, Bob se balade tranquille dans la ville détruite en guise de crédit, et vous serez content de savoir que ça lui aura fait perdre 641 calories. C'est une de ces nombreuses adaptations de films qui font le minimum acceptable. Il y a suffisamment d'éléments repris pour qu'on ressente l'ambiance du film, le game design passe bien, et le gameplay a l'air très correct. Mais ça manque de prise de risque ou de travail étendu pour aller plus loin que ça. La version GBA propose du gameplay 2D beat'em all plutôt péchu, j'apprécie beaucoup que ce coup-ci on fasse participer tout le monde lors du combat de fin. Cela étant, le niveau de recherche en matière d'immersion avec le film est assez similaire. Il y avait matière à faire plus satisfaisant que ça autour d'un matériau comme les Indestructibles. Et c'est un peu ce que le jeu Lego nous a donné. Car en 2018, pour la sortie du second opus, on nous a offert une compilation des deux films en jeu vidéo façon Lego. C'est très typique des adaptations à leur sauce. On nous raconte le déroulé du film avec nos personnages version Lego, donc dans un ton gentiment parodique et en jouant sur le fait qu'on est dans un monde de blocs à construire. Comme beaucoup de ces jeux-là, ça respecte l'esprit de chacun des deux films en incorporant bien l'humour typique à la Lego pour qu'on accepte le ton comique qui désamorce le sérieux de départ, sans l'ignorer non plus. La cible a été détruite. Oh, c'est rien. Tu vas t'en remettre. C'est assez dingue qu'un jeu produit par Warner soit plus satisfaisant pour rendre hommage à un film Disney. Par exemple, pour la reprise du premier film, on prend le temps de montrer tous les persos importants pour avoir les détails de l'histoire. Et à de nombreux moments dans les phases de jeu, on rajoute du dialogue pour agrémenter la narration. Tu vas trouver ça bizarre, mais ces marques ressemblent à celles faites par le laser de Gazerbeam. Impossible. Simon est avocat maintenant. Le style visuel, faut y accrocher. À titre personnel, j'ai un peu de mal avec la tête taille normale de Bob sur son corps disproportionné, mais le reste passe très bien. J'apprécie aussi beaucoup l'effort de prendre Emmanuel Jacomi pour son doublage, qui arrive à se rapprocher pas mal de l'intonation qu'avait Marc Alphos. On peut en apprendre beaucoup sur une femme grâce au contenu de son sac à main. Mais tu avais peut-être autre chose en vue. J'ai pas énormément de choses à développer, c'est juste fun. L'humour incorporé fait souvent son effet avec du bon timing. C'est la dernière fois qu'on se laisse surprendre. C'est l'heure. Et à part 2-3 éléments un peu space, comme cette focalisation sur un cochon dans la scène de l'avion... C'était la partie écrite par Ionesco. J'ai pris un plaisir sincère à suivre cette parodie légère. Même en termes de gameplay, c'est extrêmement inventif. Il y a beaucoup de variété dans les niveaux, et on prend le temps de montrer toute la diversité des persos et de leurs pouvoirs, quitte à tordre un tout petit peu les éléments scénaristiques du matériau de base. Mais dans une parodie légère qui s'assume, ça s'accepte très bien. Ce sera clairement pas aussi fort narrativement que le film, mais ça se justifie pour privilégier le gameplay. Grâce à ça, on a l'occasion de contrôler Frozen assez souvent, on rajoute Gazor Beam qui dans cette version un peu moins glauque est encore en vie, donc il propose ses propres trucs, et j'avoue avoir un peu déliré de voir qu'on était accompagné par Indestructible dans une des missions introductives. Reste derrière moi, Buddy, et ne fais rien de stupide. Je vais nous sortir de là. Ne t'inquiète pas, monsieur Indestructible. Ça, c'est un ajout du roster que tout le monde attendait. Je suis déçu une fois de plus qu'on n'ait pas inclus un vrai combat contre lui à un quelconque moment, mais à la place, on met le perroquet robot en mini-boss, donc ça compense un petit peu. Encore ce perroquet. Ça suffit. Et le grand combat de boss final est super créatif avec la participation bien pensée de tout le monde. Un jeu assez généreux et réussi. La partie 2 est également très sympathique, mais un petit peu moins efficace. Mais pourquoi?
Ça ne vient pas tant du fait que le second film de base est moins bon, mais qu'il se prête moins facilement à la parodie vidéoludique de ce genre. La faute a une prémisse moins directe dans l'action qui, je pense, les aura moins inspirés. On pourra aussi argumenter qu'ils avaient moins le temps d'écrire autour, vu que Les Indestructibles 2 étaient très récents. Néanmoins, comme pour le premier, je les salue d'avoir repris la plupart des fils narratifs du long métrage. On a même gardé cette sous-intrigue sans intérêt avec le petit copain de Violette, avec une fin un chouïa plus satisfaisante que dans le film. On étend l'idée de la voiture de Bob avec un gag récurrent autour de ce pauvre type qui n'arrive pas à faire sa demande en mariage, et évidemment, comme pour le premier, on nous permet d'incarner tous nos personnages avec leurs différences de gameplay à plusieurs reprises. De façon peut-être un peu grossière au départ, parce que lorsqu'on les embauche pour redorer l'image des super-héros, avant de s'attaquer à l'hypnotiseur, on passe du temps sur le gang qui s'occupe de voleurs de glace. Quelqu'un a volé ma glace et j'ai plus d'argent. Cette impression qu'on t'a offert un DLC que tu voulais pas à la base. Merci. J'étais convaincu d'y rester. Ah, mort de rire. Les voyous givrés qui volaient la glace ont bel et bien été refroidis. Allons-y, quelle sera ma première mission? Tu viens de la faire, là! Vous pouvez pas redevenir fidèle au déroulé de base après l'avoir désavoué à la volée comme ça! Enfin bon, après ce petit souci c'est très bien rendu. Dans ces missions contre l'hypnotiseur, on fait accompagner Elastigirl par quelques-uns des aspirants nouveaux héros pour éviter la monotonie, ce qui est cool. Je suis toujours pas ultra fan de la scène entre Jack-Jack et le raton laveur, mais on l'a étendu de façon bien barrée et amusante. Jack-Jack qu'on ne contrôlera pas très souvent. Un peu trop cheaté. On reprend les moments forts de l'affrontement central de façon un peu plus épileptique friendly, et c'est sur la fin que c'est le plus sympa. On a du combat détaillé contre chaque héros contrôlé, une fois de plus bien créatif, même contre Lucius et Bob, là où la rapidité de résolution était un peu frustrante au départ. Et voilà, ça respecte bien le film dans l'approche parodique assumée. Les adaptations jeux vidéo Warner sont rarement des déceptions, et ce cas-là ne déroge pas à la règle. Cela étant, ça repose encore sur des acquis déjà posés au départ. Ah, si seulement on pouvait avoir une vraie continuité de l'histoire. Une bonne, c'est possible. Je déconne pas, à la fin du film, j'ai toujours été un peu intéressé de voir le combat contre le démolisseur se faire. Cette entité venant des tréfonds de la Terre et qui cherche la destruction. Bon, j'étais conscient que c'était une excuse pour terminer le récit sur une relance énergique, mais j'étais pas contre en voir plus. Puis le second film m'a un peu déçu sur la réponse. Et le jeu aussi. Même si, pour les ambitions que ça se donne, ça passe. Tu ne peux pas réécrire l'histoire, mais tu peux l'écraser. La terrible attaque du démolisseur. Qui c'est ce type? J'en sais rien, mais il a mal choisi son moment. Ou plutôt la terrible attaque de la synchro labiale. Chérie, les enfants et toi, arrêtez ces foreuses. Et ne réapparaissez plus avant la fin du jeu. Oui, dans cette grande aventure des indestructibles, nous allons contrôler un indestructible et Frozone. Un peu limité. Cela étant, c'est en accord avec la voie voulue du jeu. C'est juste un défouloir où on passe d'un coin à un autre pour défourailler les machines du démolisseur. Ça va pas chercher dans le compliqué. Vous ne pouvez pas saisir la subtile complexité de mon plan. Visant à détruire le monde en mode bête et direct. Ce qui, je reconnais, est tout de même beaucoup plus raccord que ce qu'on a fait dans le second film. Dans ce contexte donc, c'est un tout petit peu compréhensible qu'on se centre sur seulement 2 persos pour de la plateforme action. Et voilà, c'est un bon duo. Plus que dans le jeu de 2004, à plusieurs moments, ils ont leur dialogue spécifique en plein gameplay pour rajouter à l'ambiance. Ah, qu'il a un plan. Je crois que tous les méchants aiment s'écouter parler. T'as besoin d'un peu d'exercice. Moi au moins, je rentre encore dans mon ancien costume. Je me passerai juste de l'humour facile prévisible. Je suis trop givré. C'est officiel. Je crois que là, on est en froid. Bon ben, nouvelle couche. Arrête de faire des jeux de mots, vas-y. On va donc lutter contre des robots en tout genre qui, dans la veine très fine de leur créateur, aiment beaucoup crier « Destruction ». Esclavage, destruction, destruction, destruction. Évidemment, chacun des 2 héros a ses spécificités. Bob fait plus mal dans ses coups, et Lucius peut attaquer à distance avec sa glace et même figer ses adversaires. On a même plusieurs occasions de faire des combos avec ces 2 sets de capacités. Capacités qui peuvent être améliorées, car il y a du gain d'expérience à chaque fin de niveau qui permet d'augmenter les stats de chacun à tout moment. Un petit élément RPG incorporé sympa. On peut même débloquer des missions bonus facultatives pour XP un peu plus si on veut. Bref, maintenant que le compte rendu global est passé, parlons des détails de l'histoire. Tout d'abord, on se bat en ville avec du bon jeu sur la destruction du décor, et à la fin on suit le démolisseur sous terre. Voilà.
Fin de première mission. Puis on poursuivra sa foreuse souterraine dans des installations assez poussées où on pourra se faire des ponts de glace, c'est cool. Et on finit la seconde mission. Oui, je sens que ça va se résumer vite. Bon, on apprend tout de même à la fin que le démolisseur a une arme non précis à proximité. Le magnomiseur? Ouh, ça fait peur. Mission 3, on suit le complexe en faisant tomber des ponts, parce que Frozen a oublié comment en faire tout seul depuis la précédente. Et un autre cliché vidéoludique qui m'a toujours fait marrer, la voie s'ouvre à vous quand vous butez tous les ennemis qui vous foncent dessus. Allez, on y va! Hop, hop! Oh zut! Ils ont détruit toutes les forces que je leur ai envoyées! Je vais leur faciliter l'accès à la suite. Bon, il se passe pas grand chose de narrativement notable. Et dans la mission 4, on découvre le premier bras droit du démolisseur. Bonjour, je suis le gardien du magnomiseur. Il fait quoi, ce magnomiseur, en fait? Que l'apocalypse commence. 10, 9, 8, 7, 6, 5... Eh ben, il détruit des plateformes. Ah. Ça a pas l'air trop grave. La planète a dévié de son axe sur 60 cm. Bientôt le ciel se voilera de poussière et de débris. C'était quoi le rapport avec ce que tu viens de faire à l'instant? Parce qu'ils disent clairement que ça venait du magnomiseur. Je crois que le magnomiseur va se mettre en route. Enfin bon, pour la mission 5, on rencontre ce fameux gardien qui fait son monologue contractuel. Après avoir calculé la somme des forces magnétiques de la Terre, je vais me concentrer pour inverser les pôles et faire pivoter la planète. Ça fait quoi ton truc en fait? C'est un contrôleur de réalité qui fait tout ce dont j'ai envie. Nah. Bon, on la bat en lui balançant des objets qu'elle nous fournit dessus, entre des vagues d'ennemis bloquants pour rallonger le combat. Parce que c'est vraiment simple. Ah, tu nous manqueras. La mission suivante, on se rapproche de la machine aux moult pouvoirs pour la détruire, en dévissant ces gros méchants boulons. Disparaît dans l'oubli. Vu la verticalité de ton envoi, t'aurais dû te le re-recevoir dans la gueule, mec. Mais ça va, l'horrible grosse machine est détruite et nos deux héros creusent encore plus profond dans le terrier du lapin, ou plutôt de la taupe. Accélérer la production de l'armée de terrasseurs. Je veux les 100 unités en surface quand je lancerai l'inondation. Je balance presque toutes les façons possibles de foutre la planète en l'air. Il y en a peut-être une qui collera. Je compte sur toi, terre intendant. Je comprends, démolisseur. Après le gardien, on se tape l'intendant. Le prochain sous-boss, ce sera le jardinier. On augmente un tout petit peu la difficulté avec des robots qui ont une barrière, qui est sensible au gel apparemment, et après avoir traversé quelques nouvelles machineries alimentées au fourneau placées aléatoirement, on prend un ascenseur qui nous conduit à la mission suivante et au boss numéro 2. Mon usine n'a pas pu terminer plus de 97 robots à ce jour. Il nous en manque donc 3, c'est inacceptable. Seulement 97 sur 100. C'est ce qu'ont dû se dire pas mal de fanboys de Zelda en voyant la note sur Metacritic. On doit donc l'empêcher de faire exploser cette partie de l'hémisphère, et ouais, il pose pas de vrais combats, à part les vagues d'ennemis qu'il envoie entre deux phases et qui le rendent invincible par leur présence sans raison particulière. Il est donc vaincu à temps pour qu'on ait juste une autodestruction light. Ils sont pas très clairs là-dessus. Et à la mission 9, on enchaîne des vagues d'ennemis pour débloquer des ascenseurs et progresser. Formulas Maximas, avant de tomber sur un robot gentil qui veut nous aider. Je ne voulais pas d'eux ici. J'allais faire une sieste quand ils ont surgi en masse. Je connais la quantité colossale d'énergie et de pression dont a besoin le corrupérateur du démolisseur. D'une part, faut arrêter de faire appeler ces machines par un gamin de 8 ans. D'autre part, d'où ça sort? Les scientifiques et les plombiers prisonniers font marcher tout ça. Ouais, ce robot arrive comme un cheveu sur la soupe pour nous exposer ce qui reste des enjeux, et on n'a pas du tout amené ça. Il nous dit qu'il y a des scientifiques capturés à délivrer, et on l'escorte pour mettre HS le corruptateur. Ah, une mission d'escorte. Les préférés des joueurs. Truc, donne des ordres. Bref, il nous laisse pour la mission suivante, où on doit donc libérer les scientifiques, qui sont des robots eux aussi. En fait, c'est une population qui l'a asservi. Est-ce que depuis tout ce temps, je suis en train de tuer des innocents qui sont sous contrôle mental? Et c'est une autre mission d'escorte! Merci, c'était trop court juste avant. Pour cet avant-dernier stage où on remonte à la surface, on essaye de reprendre la plupart des gimmicks introduits avant, ce qui est plutôt attentif. On finit par atteindre enfin notre Big Boss. Je vous ai laissé vivre pour avoir le plaisir de vous vaincre. Ouais, c'est le genre de méchant à dire, même juste avant la fin, tout se déroule exactement comme je l'avais prévu. Si, je vous jure. Ainsi, c'est le grand combat final contre le robot géant. J'ai une impression de déjà vu, pas vous? Coïncidence? Ça m'étonnerait!
On joue un peu sur l'échelle, c'est assez fun, mais moins quand ça repose encore une fois sur les vagues d'ennemis à détruire entre chaque phase. C'est presque une addiction chez vos boss à ce stade. Bon, parce que c'est un peu trop grand pour nous, il sort dans une version plus petite pour nous donner une chance, très prévenant de sa part. Et comme toute bonne histoire, ça se termine en explosion. Les enfants! Chérie! Ça fait plaisir de vous revoir, j'ai failli oublier votre existence. Je sais que Démolisseur n'envoyait pas des vibes ultra complexes, mais il y avait moyen de créer une intrigue un petit peu plus recherchée que ça autour de sa menace. Le jeu, intrinsèquement, est acceptable, bien que court, mais manque d'une quelconque narration prenante pour servir de suivi notable au film, et c'est franchement dommage. Et c'est la même avec la version console portable, qui fait avec les limitations de la DS pour offrir une aventure 2D acceptable, mais tout aussi anecdotique en termes d'intrigue. On est à peu près au même niveau d'adaptation portage que pour les Indestructibles sur GBA. On aurait pu faire pire comme jeu Indestructible, mais on aurait pu faire mieux. À part pour le jeu Lego, qui est un cas particulier de formule parodique qui a fait ses preuves, on ne laisse pas le joueur être pris vraiment dans une narration poussée, ce qui est un des points forts du film de base. On part du principe que c'est connu, on n'a pas de gros efforts à fournir là-dessus, donc on sert juste du gameplay majoritairement très typique pour passer le temps. Et c'est ça, des jeux acceptables pour passer le temps. Mais pas des grands hits qui resteront dans les mémoires de par leurs ambitions. C'est dommage de donner seulement le minimum autour d'un univers qui promettait plus. Et dans le même ordre d'idées, ça ne va pas me changer la prochaine fois. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile.